Une jeune femme est morte et les autorités affirment que c'est, selon les rapports, le père de son petit ami qui en serait responsable. Whitney Robson semblait vivre la vie dont elle rêvait. Elle venait d'obtenir son diplôme universitaire, elle commençait tout juste sa carrière, toute sa vie était devant elle. Mais maintenant, la question est, comment est-elle morte? Au départ, cela semblait être un accident, mais maintenant la police de l'Alabama porte de lourdes accusations contre un père dont les avocats affirment qu'il est innocent et un homme respectable, pas un criminel. Qu'est-ce qui a semblé changer pour que cette enquête prenne une tournure aussi choquante? Nous suivons cette affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Pendant environ 2 mois, la mort d'une femme nommée Whitney Robson semblait être un accident. Elle a été abattue chez son petit ami, mais la police affirme avoir poursuivi son enquête. Je veux vous montrer ici des photos de Whitney. Elle n'avait que 22 ans. Elle a obtenu son diplôme l'année dernière à l'université d'Auburn. Elle était originaire de Richmond, en Virginie. Whitney a choisi Auburn parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle voulait travailler dans la décoration d'intérieur et nous avons trouvé son compte Instagram consacré à la décoration d'intérieur. On peut vraiment voir le style qu'elle avait, l'œil pour la carrière dont elle rêvait. Elle était membre d'une association étudiante féminine à Auburn. Elle était aimée de tant de personnes. Comme beaucoup d'étudiants dans une université de la SEC, elle a appris à aimer le football universitaire et restait très proche de sa famille. Son avis de décès indique, je cite, « Bien que nous n'aurions jamais pu l'imaginer, le dernier chapitre de la vie de Whitney s'est déroulé à Birmingham, en Alabama, quelques semaines seulement avant sa disparition tragique et inattendue. Whitney était en train de s'épanouir exactement comme nous l'avions toujours imaginé dans son nouveau rôle de consultante commerciale chez Restauration Hardware. Cette femme merveilleuse et indépendante était sur le point de commencer une carrière réussie dans le design d'intérieur, le métier qu'elle avait toujours désiré depuis qu'elle était petite fille à regarder HGTV. En peu de temps, les collègues et le superviseur de Whitney ont été séduits par sa gentillesse, son talent, son attention et son intégrité. Avoir connu Whitney, peu importe où, comment, pourquoi ou pendant combien de temps, c'est avoir été touché et transformé par son âme rayonnante. La perte d'une vie est toujours difficile à comprendre, peu importe de qui il s'agit. Mais dans ce cas, on se demande comment cela a pu arriver. Non seulement comment cela a pu arriver à quelqu'un qui avait fait tant de bonnes choses dans sa vie et qui avait encore tant à offrir, mais aussi comment cela a pu se produire au vu de ce que la police a établi jusqu'à présent dans cette affaire. Avant d'entrer dans ce que nous apprenons sur cette enquête et pourquoi il semble que la police ait décidé d'engager des poursuites, je veux que vous voyiez une photo de cet homme. Il s'appelle Jeffrey Scott Towers. Il a 54 ans, il vient d'Alabama et c'est la personne qui aurait appuyé sur la gâchette qui a coûté la vie à Whitney. Al.com dit qu'il est le père de son petit ami. Maintenant, il ne semble pas que Towers soit présent sur les réseaux sociaux. Donc, la seule photo que nous avons de lui à ce stade, qui circule sur Internet alors que cette histoire a attiré tellement d'attention au niveau national, est sa photo d'identité judiciaire. Et cette photo a été prise lorsque la police a décidé d'engager des poursuites en lien avec la mort de Whitney. J'ai contacté les avocats de Towers pour obtenir un aperçu de ce qui s'est passé. Et ils ont déclaré que leur client a été, je cite, « un citoyen productif et exemplaire toute sa vie ». Ils ajoutent également qu'il n'a aucun antécédent criminel. Alors, parlons un peu plus maintenant de ce que nous savons sur la façon dont Whitney est décédée. Donc, je veux revenir au 7 mars, lorsque la police a été appelée dans une maison à Trussville, en Alabama, qui se trouve à environ une demi-heure au nord-est de Birmingham. C'était un samedi soir, et il était environ 21h20 lorsqu'un coup de feu aurait été tiré, selon la police. Whitney était la personne qui a été touchée. Elle a été transportée à un hôpital de Birmingham et déclarée morte à 23 heures. La maison de la fusillade semble située dans un cul-de-sac à Trussville. Et d'après ce que nous pouvons voir, c'est un très beau quartier, avec plusieurs grandes maisons dans ce quartier. Et nous avons effectué une vérification des antécédents de Towers. Et cela montre qu'il a une adresse dans la rue où la police est intervenue. Alors, revenons au 7 mars. La police a qualifié l'incident à l'époque d'isolé et sans menace pour le public, selon Al.com. En tant que passionné d'affaires criminelles, tu as déjà entendu ces phrases.
La police avait également déclaré à ce moment-là qu'une personne avait été placée en garde à vue, mais le nom de cette personne, les circonstances entourant ce qui s'est passé, rien de tout cela n'a été révélé. Le coroner du comté de Jefferson, Alabama, a conclu à un accident pour la mort de Whitney sans retenir d'accusation. À ce moment-là, cette histoire paraissait juste une tragédie, pas une affaire criminelle. C'était simplement un drame d'une immense douleur, la perte d'une vie dont une famille et des proches ne pourraient jamais se remettre. Mais maintenant, tout a changé. C'est maintenant une affaire criminelle très grave. Et la police a inculpé le père du petit ami de Whitney de chef d'accusation grave. Donc, c'est environ 2 mois après que Whitney a été abattu et tué à l'intérieur de cette maison à Trustville, en Alabama, que le département de police de Trustville a déclaré, citation, à la suite d'une enquête approfondie menée par la division des enquêtes criminelles du département, les détectives ont obtenu un mandat d'arrêt le 11 mai 2026 par l'intermédiaire du bureau du procureur du comté de Jefferson contre Jeffrey Scott Towers de Trustville. La police a inculpé Jeffrey Scott Towers d'homicide involontaire. La police indique que Towers a été arrêté le 11 mai sans incident et qu'il a pu payer une caution, laquelle a été fixée à 100 000 $. Il est donc désormais libre pendant que l'affaire suit son cours dans le système judiciaire pénal. Comme je l'ai dit, j'ai contacté les avocats représentant Jeffrey Scott Towers. Voici la déclaration complète qu'ils nous ont envoyée. Je cite, « Ce qui est arrivé à Mademoiselle Robson était un événement tragique. Bien que nous comprenions que le système judiciaire doit suivre son cours, nous savons que les faits montreront que M. Towers n'a aucun antécédent criminel, qu'il a été un citoyen productif et exemplaire toute sa vie et qu'il n'est pas coupable de ces accusations. » Fin de citation. Maintenant, la grande question qui demeure à ce stade est de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Nous ne savons pas où Whitney a été touché par balle. Nous ne savons pas ce qui a conduit à ce coup de feu. Et nous ne savons pas non plus ce qui a poussé la police à dire que ce n'est pas simplement un accident, comme on l'avait d'abord pensé, mais qu'il s'agit de quelque chose de bien plus sombre, une accusation criminelle d'homicide involontaire. Il n'est également pas clair pour le moment quand Towers comparaîtra de nouveau devant le tribunal ou quand la police publiera des informations sur ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison et qui a conduit à la mort de Whitney. Mais nous faisons tout notre possible pour obtenir un maximum d'informations afin de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Maintenant, avant d'accueillir un avocat qui va nous rejoindre et avec qui nous allons parler un peu plus en détail de ce qui pourrait se passer dans cette affaire, je voudrais parler un peu plus de Whitney. Son ami a déclaré à l'Auburn Plainsman sa confiance en elle, sa détermination. J'aspire à lui ressembler un jour et à avoir des objectifs comme les siens, à avoir une telle soif de vivre parce qu'elle a vraiment vécu sa vie pleinement dans tout ce qu'elle faisait. Fin de citation. Il nous rejoint maintenant pour en parler davantage. John Phillips, avocat spécialisé dans les droits des victimes, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Vous connaissez bien l'Alabama et y exercez. Qu'est-ce que cela vous dit? Et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas dans cette affaire. Et c'est un peu la grande inconnue que tout le monde essaie d'éclaircir. Mais qu'est-ce que cela vous dit qu'un coroner, le coroner du comté, ait conclu qu'il s'agissait d'un tir accidentel apparemment en mars, mais que 2 mois plus tard, nous en sommes là et Towers, Jeffrey Towers, fait maintenant face à une accusation d'homicide involontaire? 2 mois et 4 jours, je crois. Oui, Vous savez, souvent ce que vous voyez dans le rapport sur l'homicide ou dans le rapport d'autopsie, c'est juste le mot homicide. Je l'ai révélé dans la question. Vous savez, les coronaires essaient simplement de déterminer si un homme a tué un homme ou une femme. Et ils ne s'intéressent pas aux raisons ou à la manière. Parfois, ils sont utilisés en médecine légale pour examiner la trajectoire de la balle, uh, s- les résidus de poudre à canon, le plaquage, toutes ces choses pour essayer de déterminer, vous savez, qui, quoi, quand, où et comment. Mais quand vous classez, vous savez, meurtre, meurtre au second degré, homicide involontaire, légitime défense, cela implique beaucoup de faits qui vont au-delà de ce corps. Et donc il est inhabituel, vous savez, qu'un médecin légiste, dans le rapport d'autopsie, dise je pense que c'est un homicide involontaire. yeah, I, Cela devient tout simplement subjectif. à quelle fréquence? Et je sais que vous travaillez souvent du côté civil, mais est-ce que des enquêtes comme celle-ci, vous savez, une enquête pour homicide involontaire, prennent autant de temps pour essayer de reconstituer exactement ce qui s'est passé? Vous savez, elles prennent souvent plus de temps. Donc, même dans le cas d'un homicide involontaire, um,
Vous savez, en ce qui concerne le document de poursuite, c'est généralement une décision plus facile parce qu'on ne parle pas de meurtre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de convoquer un grand jury. Vous n'avez pas à attendre les résultats de la toxicologie ou de l'analyse des projections de sang. Donc, vous savez, ces affaires peuvent prendre 1 an. Ce n'est pas hors norme quand la police, les procureurs, ils essaient de bien faire les choses. Ici, parce que c'est presque comme confirmer ce que nous savions, il semble que cela ait pris un peu de temps. La différence ici est ce que vous faites surtout face à une accusation d'homicide involontaire dans ce cas. Vous devez prendre en compte ce que les témoins vont dire, comment ils vont apparaître, comment ils vont se présenter. Parce que, vous savez, l'argument ici, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne sais pas si j'ai une arme factice près de moi. Je vais utiliser le marqueur. Vous savez, quelqu'un avait une arme à la main. Quelque chose s'est passé, le coup est parti, et cette pauvre fille a été tuée. Et la question est de savoir, vous savez, quel niveau d'intention, quel niveau d'imprudence. Vous savez, c'est une chose si vous pointez et dites «je vais te tirer dessus». Vous savez, là, vous avez manifesté une intention. Mais généralement, dans un homicide involontaire, c'est un comportement imprudent ou accidentel avec une arme à feu, ce qui pour moi est toujours imprudent, qui place cela dans cette enquête de 2 mois, dans la catégorie de l'homicide involontaire, vous voyez. Mais si je suis la famille de la victime, et généralement ce sont mes clients, vous savez, je ne me sens pas du tout bien par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma fille ne peut pas raconter son histoire parce qu'elle n'est plus parmi nous. Nous ignorons qui d'autre était dans la maison cette nuit-là et ce qui s'est passé. On sait seulement qu'il était 21h20 un samedi soir. C'est apparemment la maison de Tower, très belle, située dans un cul-de-sac où tout s'est déroulé. Il a souligné un point important pour clarifier la situation alors que nous cherchons tous à comprendre. Parce que, vous savez, si c'était une affaire de meurtre, et ce n'est pas le cas ici généralement, vous savez, l'individu 1 a tué l'individu 2 et il voulait tuer l'individu 2. Qu'est-ce qu'un procureur doit prouver dans une affaire d'homicide involontaire pour que, vous savez, quelqu'un soit reconnu coupable d'homicide involontaire? D'accord, les gens pensent à des cas classiques, et j'ai étudié le droit à l'université de l'Alabama. Donc, l'endroit où j'ai fait mes études de droit est à une bonne heure de l'endroit où cela s'est produit. À Birmingham, vous voyez? Dans la région? Mais vous savez, en école de droit, la défense pénale, les bases du droit pénal, les gens pensent tout de suite au meurtre, n'est-ce pas? Là où il y a préméditation, où on réfléchit à tuer quelqu'un, où on veut tuer quelqu'un, même juste un instant, n'est-ce pas? Même les jurys ont dit que le fait de saisir l'arme dans la boîte à gants, de l'ouvrir, cela pouvait être considéré comme un moment de préméditation. Les gens pensent normalement à un grand plan, du genre «je déteste cette personne, je dois trouver comment l'empoisonner, je fais des recherches sur Google». D'accord? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le niveau juste en dessous de ça, c'est comme le coup de sang, non? Où tu es en colère, mais tout s'envenime, où tu es dans une altercation au volant et tout à coup tu tires, tu es dans une fusillade, non? Ce n'est pas ça ici. Donc, par élimination, ce qui reste, c'est qu'il y a une arme à feu, elle sort, et il y a une utilisation accidentelle ou imprudente de cette arme qui fait qu'elle se déclenche et blesse ou tue quelqu'un. Donc tu vois, tu as ce mélange d'accident et d'imprudence. Et si ça devient trop imprudent, tu peux retomber dans la catégorie du meurtre. Et tu sais, généralement, on engage des poursuites après un certain temps, parce qu'on veut retenir la bonne accusation. Tu ne vas pas essayer d'augmenter l'accusation. Donc j'imagine que c'est le mieux qu'ils aient. Ils ne s'engagent pas réellement. Le délai de prescription leur permet encore d'aggraver l'accusation. Habituellement, durant ces 2 mois, ils voyaient la famille et toutes les personnes présentes dans la maison, s'il y en avait plus de 2. Je pense, tu sais, on ne dit pas son nom, mais je pense qu'on peut raisonnablement supposer que l'autre jeune homme avec qui elle avait eu une relation, qui était comme son petit ami ou quelque chose comme ça, était probablement là. Mais on a vu ces cas où une arme traîne simplement et un mineur la prend, et les parents sont inculpés pour quelque chose. C'est souvent un homicide involontaire. Um, Et c'est justement cette période où les gens ont des armes non sécurisées ou des armes qu'ils mélangent avec de l'alcool ou qu'ils mélangent avec if, you know, des jeux et il ne faut jamais, jamais faire ça.
Exactement. Non, et c'est ça le problème. Et l'Alabama a, je pense, la réputation d'être un État où les lois sur les armes à feu ne soient pas aussi strictes, disons, que si vous êtes dans un endroit comme le Massachusetts ou New York. Dans cette situation, et encore une fois, nous ne savons pas. Je précise juste cela. Nous n'avons aucune idée, mais nous voulons savoir. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Il reste détenu sous caution de 100 000 dollars. En lisant les commentaires sous la publication du service de police de Trustville annonçant cette arrestation, le commentaire qui revenait le plus souvent était « Comment peut-on prétendument ôter une vie, même dans un cas d'homicide involontaire ?» Et pourtant, on vous accorde une caution que vous pouvez payer et peut-être même ne pas passer une seule nuit en prison. Oui, ces choses détruisent les familles, hein, vous savez, parce que non seulement. Donc, la façon dont je le dis quand je fais des présentations devant des familles, vous savez, j'exerce en Alabama. La majorité de mon activité se passe désormais en Floride. Mais vous savez, la justice s'écrit d'une seule façon, justice. C'est sur la plaque de ma voiture. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à l'obtenir. Mais c'est défini de nombreuses façons différentes par les familles. Et quand elles sont confrontées à l'injustice suprême, n'est-ce pas? Quand ils ont perdu quelqu'un ou qu'ils sont tétraplégiques, mais surtout lors du décès d'un enfant ou d'un parent, on veut que l'affaire pénale soit résolue correctement en premier, n'est-ce pas? Il n'y a pas de justice si ton meurtrier circule librement. Très rare. Ensuite, il y a la justice administrative. Il y a le type de justice comme pour Jordan Davis. Quand il a été abattu, sa mère a été élue au Congrès parce qu'elle a commencé à interpeller le Congrès, à faire des pétitions au Congrès. Et ensuite, Lucy McBath est allée jusqu'à être élue au Congrès, travaillant sur les lois sur les armes à feu à Washington, D.C. Il y a ce mouvement en vous. Et l'affaire civile va de pair avec cela et facilite parfois le passage de l'un à l'autre dans l'opinion publique où vous voulez que l'histoire de votre enfant soit racontée. Et donc, il y a toutes ces choses. Et quand je suis avec la famille d'une victime et que je dis, oui, laissez-moi expliquer la Constitution des États-Unis. Et laissez-moi voir si j'ai ma déclaration des droits ici et comment fonctionne la caution. Vous savez, il doit avoir une caution raisonnable et il a le droit de s'entretenir avec ses avocats en privé. Ils ne veulent pas l'entendre, n'est-ce pas? Parce que leur fille n'est pas libérée sous caution. Leur fille ne peut pas être en vie et marcher sur cette terre. Et oui, ça fait mal. Ça me semble bas, en effet, mais encore une fois, je pense que ça va être et- et- une partie intégrante des faits, à savoir que cette arme était protégée par le deuxième amendement, simplement laissée ou utilisée d'une manière qui n'aurait pas dû l'être, mais sans intention malveillante. Dans certains cas, est-ce que le montant de la caution, par exemple, permet de déduire la solidité du dossier des procureurs si un juge regarde cette affaire et dit simplement « on va fixer à 1 000 dollars » au lieu de, vous savez, 100 000 dollars ou quelque chose de plus élevé? Mais vous savez, s'il ne doit déposer que 10%, ce n'est vraiment pas beaucoup d'argent à devoir avancer pour pouvoir sortir pendant que l'affaire suit son cours. Est-ce que cela veut dire quelque chose quand on voit une caution aussi basse sur la façon dont un juge peut considérer l'affaire et se dire « je ne pense pas que le dossier soit si solide » ? Oui, car il y a aussi la pression du public due à la médiatisation des cautions fixées. Vous savez, dans les affaires impliquant la police, comme les violences contre un agent de police traditionnellement partout dans le pays, ces affaires entraînent des cautions plus élevées. Pourquoi? Parce que ces juges ont ces policiers dans leur salle d'audience tout le temps et ils veulent protéger la police. La même agression contre une personne sans abri n'aura pas la même caution. Cela devrait-il être le cas? Probablement, mais c'est la nature du crime. Et ici, si c'était des jeunes de 19 ou 20 ans et que cela arrivait, comparé à des diplômés universitaires, je pense que ça compte, vous savez, si l'alcool était impliqué. Je pense que cela entre en ligne de compte dans l'évaluation des motifs raisonnables et des chances de réunir les preuves nécessaires lorsqu'un juge essaie de fixer un montant de caution raisonnable. Donc oui, les faits comptent vraiment. um, and Et vous savez, on ne sait pas à quel point cela a été contesté par le parquet, parce que d'habitude, c'est eux qui disent « Votre honneur, nous ne voulons pas de caution » ou « 1 million de dollars ». Vous savez, comme il y a si peu d'informations, je me fais peut-être des idées. En lisant la déclaration publiée, j'ai vu que Johnny Amari, avocat de la défense pénale à Birmingham, en était l'auteur. La phrase qu'il a dite à propos de son client était « Nous savons que les faits montreront que M. Towers n'a pas de casier judiciaire.
Il a été un citoyen productif et exemplaire toute sa vie et il n'est pas coupable de ces accusations. Et le fait d'être un citoyen exemplaire, d'être productif, de n'avoir aucun antécédent criminel, rien de tout cela, dans certains cas, n'entre en compte dans ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant pour votre client parce qu'en ce moment, je ne pense pas qu'il ait de réseaux sociaux. La seule image de cet homme est sa photo d'identité judiciaire liée à une affaire d'homicide involontaire. Compte tenu de ce qui s'est passé et des circonstances que nous apprendrons, quelle importance le caractère de la personne accusée aura-t-il si l'affaire est portée en justice? C'est énorme. Et le tribunal de l'opinion publique est le premier à s'en emparer. Les avocats doivent être responsables dans leurs déclarations à la presse. Je pense qu'il a bien fait son travail. J'ai arrêté la défense pénale. Il ne me reste qu'une affaire. Joe Exotic m'a complètement dégoûté de la défense pénale. Mais parfois, j'ai dit, d'accord, tu as cette photo signalétique. Donne-moi une bonne photo à mettre à la place. Certains utiliseront peut-être simplement une belle photo de toi. Parfois, tu ne veux rien montrer. Et, et quand il s'agit, encore une fois, de la subjectivité de l'homicide involontaire, je ne parle pas d'un crime subjectif. Je dis que, vous savez, les circonstances, les preuves circonstancielles qui entrent en jeu dépendent parfois du passé criminel, de l'éthique et de la moralité. Et parole contre parole, où elle ne peut plus s'exprimer, vous voulez tout de suite le mettre en valeur. Votre client en défense pénale et vous dites, écoutez, cette personne devrait être crue sur parole. Laissez-les tranquilles parce que, vous savez, plus l'affaire étant médiatisée, plus cette personne va se faire harceler au Piggly Wiggly ou au Winn-Dixie. C'est l'Alabama, au fait. Il fallait bien placer une référence à Piggly Wiggly. C'est ça. Mais tout cela compte et entre en jeu. Cela influe sur la caution et sur la rapidité avec laquelle l'affaire sera poursuivie. Vous savez, normalement, à ce stade, nous avons déjà un certain nombre de faits. Vous savez, l'arme a été laissée sur une table ou elle a été manipulée dans le salon, ou peu importe le scénario qui a conduit à l'homicide involontaire et à la mort. En général, à ce stade, on en sait davantage. Mais vous savez, je n'arrête pas de penser à la famille de cette pauvre jeune femme qui en sait probablement plus que nous, mais qui est toujours en deuil et dans l'obscurité. Et enfin, je ne sais pas si sa famille a engagé un avocat pour cela. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir une action civile, mais comment une accusation d'homicide involontaire pourrait-elle avoir un impact sur une éventuelle action civile qu'une famille dans leur situation pourrait engager? Oui, donc vous savez, tout d'abord, il y a ici matière à engager une action civile pour décès injustifié. Vous savez, il y a des délais de prescription selon l'État, généralement d'1 à 2 ans. Une famille m'a contacté en Alabama il y a quelques semaines pour une procédure de décès injustifié. Des agents de l'État leur ont dit qu'ils pouvaient encore engager une action jusqu'au prononcé de la condamnation. Et j'ai dit, malheureusement, ce n'est pas vrai. Vous savez, c'est à partir de la date du décès. C'est à partir de la date de la fusillade que la procédure civile doit commencer. Et donc, ils doivent, une fois qu'ils ont, vous savez, terminé leur deuil, enfin, on n'a jamais vraiment fini de faire le deuil d'un enfant perdu, mais ils doivent poursuivre cela et en parler à quelqu'un. Parce que il y a une action civile pour décès injustifié. Maintenant, la question est de savoir si c'est assuré, s'il y a des actifs. C'est une toute autre analyse, mais cela réunit les éléments d'une action pour décès injustifié, aussi bien contre le tireur que contre toute personne qui aurait pu être impliquée. Nous avons même poursuivi un fabricant d'armes à feu dans une affaire. Vous savez, il existe des lois qui prévoient une immunité si l'arme a mal fonctionné. Mais il y a aussi des exceptions qui permettent d'engager des poursuites contre les fabricants d'armes, les vendeurs d'armes, tout le spectre. Et à ce stade, vous n'en savez tout simplement pas assez. Um, Vous savez, les contrats d'assurance sont rédigés de façon à empêcher ce type d'affaires d'aboutir ou d'être couvertes par l'assurance. Puis quelqu'un se retrouve seul à devoir payer un avocat civil en plus d'un avocat pénal. Mais vous savez, il y a beaucoup d'avocats, moi y compris, qui prennent ce genre d'affaires. J'ai à Birmingham de très bons amis qui s'occupent de ces dossiers.
Oui, et nous verrons ce qui se passera ensuite. Évidemment, il y a encore beaucoup à apprendre dans cette affaire. C'est une perte très tragique d'une jeune femme qui avait toute la vie devant elle. Nous verrons ce qui se passera ensuite. John Phillips, avocat des droits des victimes. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On ignore toujours la date de la prochaine comparution de Towers. Nous continuerons à suivre l'affaire et à comprendre pourquoi la police l'a inculpé d'homicide involontaire. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la semaine prochaine.